Voilà, nous sommes donc avec nos camarades de LCI, nous sommes avec vous, Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez ce matin qu'elle est inéluctable, cette intervention ? Je pense que les Occidentaux, compte tenu de leur vision des choses, compte tenu de leurs annonces, compte tenu des déclarations variées sur les lignes rouges, compte tenu de la réaction particulière de l'opinion occidentale quand il y a emploi d'armes chimiques, même pour un nombre de morts qui peut être pas supérieur à ce qui se passe avec des bombes. Moralement inacceptable, a dit John Kerry. Oui, donc ça c'est des annonces du fait que les Occidentaux sont obligés de faire quelque chose. Mais quoi ? Donc ils vont faire quelque chose. Mais quoi ? J'ai pas les éléments secrets, mais quand on regarde, ils peuvent. Le plus probable, c'est qu'il y ait des tirs de missiles de croisière depuis des navires américains sur des sites de commandement syriens, pas sur des sites chimiques parce qu'il y a des disséminations. Il peut y avoir neutralisation, je pense, par des forces spéciales, mais on n'en est pas là. Peut-être des actions sur des aérodromes qui sont utilisés par les Iraniens pour apporter de l'aide à la Syrie étant de plus en plus sous influence iranienne, et l'affaire est vitale pour les Iraniens. Peut-être des actions de zones d'exclusion aérienne limitées dans les zones frontières avec la Jordanie, avec la Et là, on Turquie. joue un rôle, nous, là-dedans, forcément ? Parce qu'il y a eu des conversations téléphoniques. Possible, donc la question pour les Français possible. ce matin qui vous écoutent, c'est de savoir si on va appuyer les Américains dans cette affaire, y compris justement dans les attaques militaires. C'est une décision à prendre par le président, ça. Il l'a prise ? Je ne sais pas. Mais il est obligé de la prendre dans un sens ou dans l'autre, puisque la probabilité d'une action américaine ponctuelle limitée s'approche. Mais c'est pas l'essentiel, parce que donc les Occidentaux sont obligés, se sont mis dans l'obligation d'eux. Ils vont faire quelque chose, ils vont marquer le coup. Ils peuvent pas ne rien faire, même si à mon avis ça déplaît énormément à Obama, qui voudrait globalement complètement se désengager de l'ensemble de la zone Moyen-Orient pour se consacrer à ce qu'il considère comme les vraies priorités de l'Amérique, l'Asie, le redressement économique, etc. Mais une fois que ça aura été fait, ça ne change pas grand-chose, parce que ça ne change pas le rapport de force, ça ne change pas le fait que ce soit une guerre civile non influençable de l'extérieur, et les guerres civiles atroces, dans lesquelles nous, entre guillemets, n'avons pas pu intervenir. En réalité, depuis 20 ou 30 ans, il y en a beaucoup. un paquet. Regardez la guerre d'Algérie, il est au moins 200 000 morts, si ce n'est plus. Personne n'a on parle de la guerre d'Algérie au moment où les islamistes ont combattu l'armée. La guerre civile. La guerre civile en Algérie. L'islamisme contre le pouvoir et l'armée. Regardez la longue guerre civile libanaise, une quinzaine d'années, avec les liens historiques, la France, le Liban, etc. Regardez les tourments des différents pays arabes. Il y a une guerre civile au Yémen, mais ça ne mobilise pas beaucoup en Europe. Bon. Donc je pense qu'après la probable intervention ponctuelle très ciblée des prochaines heures ou des prochains jours, on est dans une situation, alors évidemment condamnée par les Russes, les Iraniens, etc., parce que ça se fait sans un mandat du Conseil de sécurité. Et ça présente un risque ? Non. Une fois qu'on a intervenu, par exemple, les Russes, que font-ils ? Il y aura des menaces iraniennes, il y aura des menaces terroristes, ça réactive les bouts de nébuleuses terroristes. Vous dites ça tranquillement, il y aura des menaces terroristes, mais pour nous, c'est très inquiétant. Je vous dis ça comme c'est tout. Mais du côté de la relation avec la Russie, ça rend encore plus difficile la relation avec la Russie depuis que Poutine est revenu et qu'il veut reconstruire l'influence russe plutôt avec un pouvoir de nuisance, en fait, et d'empêchement. Voilà, donc c'est un peu comme avant. Et l'affaire de la guerre civile syrienne et de l'affaire dans l'ensemble du Moyen-Orient entre l'islamisme et l'anti-islamiste et de la question sunnite est dans le même état après. J'ai plein de questions à vous poser parce que cette affaire passionne beaucoup les Français, parce que justement, il y a eu beaucoup de précédents. Le dernier, c'est le Mali, même si tout ça n'a aucun rapport. Il y a tous les présidents de non-intervention. Voilà, mais je voudrais poser un nombre de questions. Allez-y. Je vous écoute, je vous sens dire, bon, de toute façon, on est obligé d'y aller, mais en même temps, je sens que l'analyste dit, ça pose un problème. Et on a l'impression que c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que Hollande va y aller, mais il n'a pas vraiment envie d'y aller. Obama va y aller, mais il n'a pas vraiment envie d'y aller. Des déclarations de leaders de l'UMP, on sent que Villepin pense qu'il ne faut pas y aller non plus. Marceau, j'ai entendu hier chez nos confrères de RTL, dit c'est une aberration d'y aller. Les décisions Chevènement pense que ça doit être une aberration. Les décisions importantes sont les décisions américaines, mais le débat ne porte pas sur une intervention. Mais pourquoi on y va si on ne doit pas y aller ? Parce que les Occidentaux se sont mis dans l'obligation de faire quelque chose. Mais donc c'est pas y aller, c'est pas envoyer l'armée, c'est pas aller au sol, c'est pas s'engager dans la guerre civile. Et vous voyez, donc c'est les actions que je ne connais pas, mais que par raisonnement j'essaie de formuler, sont des actions ponctuelles, précises, mais c'est pas un engagement. C'est même moins d'engagement, beaucoup moins d'engagement qu'au Mali, par exemple. Vous voyez, mais c'est stratégique ou c'est un apitoiement ? Et je dis ça d'ailleurs, pardonnez-moi, mais je dis ça évidemment avec le plus grand respect pour les familles des gens qui ont été gazés. De toute façon, c'est atroce.
C'est atroce, ces images d'enfants gazés ou d'enfants bombardés, d'ailleurs. C'est absolument insupportable. Bon, évidemment, donc, entre guillemets, on voudrait pouvoir intervenir, faire quelque chose, mais dans la réalité du monde, les Occidentaux, globalement, contrôlent de moins en moins. Ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que leur contrôle total, bon ou mauvais, a été réduit, et que nous sommes dans un monde qui n'est plus clairement contrôlé ni par eux, ni par la Chine, d'ailleurs, sur ce plan. Donc on a du mal à le croire, parce que du point de vue de l'opinion occidentale, ici, chez vous, mais aussi aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est à la fois inquiétant, le fait qu'on ne contrôle pas assez, et humiliant. Parce qu'on pense qu'on décide tout. C'est pour ça que la synthèse entre les deux, les dirigeants occidentaux du moment se sentent, à mon avis, obligés de faire quelque chose. Donc il faut quelque chose de ponctuel, de très ciblé, mais qui n'est pas un engagement au sens fort du terme dans une guerre civile. J'ai envie de vous dire, qui malheureusement continuera. Mais justement, la question... Si ça sert politiquement, parce qu'à un moment donné, il y a une situation... C'est bien les pays occidentaux, c'est un mélange... Si on ne se débarrasse pas de Bachar al-Assad, la question restera... De toute façon, en suspens complètement. On s'en débarrasse. On ne sait jamais qui est on dans ces formules. Mais si Assad tombait, comme le montrent les minorités en Syrie, qui en l'additionnant forment une majorité d'ailleurs, toutes les minorités ont autant la trouille du régime, disons, sunnite extrémiste qui suivrait éventuellement avec une alliance avec l'Iran, en plus que du régime actuel, en dépit de l'atrocité de la répression. C'est toute la complexité de la guerre civile qui est très différente de la situation libyenne ou malienne, ou d'autres interventions historiques françaises, comme dans la guerre du Koweït. Irak-Koweït, ça n'a rien à voir. Ça n'a même rien à voir avec le Kosovo. Chaque cas est très particulier. Je vous resitue les dernières déclarations justement de Bachar al-Assad à la télévision soviétique. Il a dit, et finalement il s'adresse un peu à nous, les Français, il a dit « Comment se fait-il que les Français ou les Occidentaux combattent les terroristes au Mali et soutiennent éventuellement les terroristes en Syrie ?» Car lui considère que ce sont les terroristes. Oui, évidemment. Mais c'est de la rhétorique, mais est-ce que c'est vrai sur le plan de la composition de l'opposition ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans ceux qui combattent en Syrie contre le régime des éléments djihadistes, des éléments islamistes extrémistes. Bien sûr, c'est ceux-là dont on peur. Les Kurdes, les Druzes, les Grecs orthodoxes, disons, la bourgeoisie syrienne, ils ont peur de ça, par rapport à ça. Mais il y a aussi des opposants démocrates. Il y a aussi des opposants laïcs. Enfin, il y a toute une espèce de nébuleuse. Est-ce qu'on a eu tort ou raison de les recevoir, de les accréditer, de considérer... Parce qu'on a fait ça avec beaucoup de gens, on a reçu aussi des opposants libyens, et puis on se rend compte que la façon dont le régime ou les régimes évoluent, après, c'est totalement contradictoire avec ce qu'ils disent sur les perrons des diplomaties. Mais en Libye, c'est le désordre, mais dans les élections qui avaient suivi, les islamistes n'avaient pas gagné en Libye, contrairement aux autres. Quant au contact à avoir, c'est tout à fait normal de recevoir l'ensemble des composantes et des opposants. Ce qui avait été un peu précipité, c'est de reconnaître les opposants syriens, enfin ceux que nous aimons bien, qui sont des opposants laïcs, qui étaient en Europe ou ailleurs, les reconnaître très tôt comme représentatifs, alors que c'est une coalition hétéroclite, en fait, et que sur le terrain, c'est pas eux qui l'emportent. L'idée, quand on parle dans les options d'aide à l'opposition, c'est pas n'importe quel morceau de n'importe quelle opposition, n'importe où. Les Américains vont essayer de cibler, c'est pour ça que j'ai parlé des zones à la frontière de la Jordanie, à la frontière de la Turquie. On voit bien le dilemme pour les dirigeants. Mais dans les pays occidentaux, il y a une sorte de contradiction entre les intérêts de fond. On pourrait dire brutalement, cyniquement, que on ne sait pas quel est le véritable intérêt de l'Occident en ce qui concerne l'issue de la guerre civile. Et à un moment donné, il y a une pression d'opinion qui est d'ailleurs en partie légitime, parce qu'on voit des choses atroces, qui fait que les dirigeants ne peuvent pas ne rien faire. Donc ils cherchent une synthèse. C'est compréhensible entre ces différentes contradictions. Synthèse, mais le risque, puisque... Sans engagement. Le risque, il est décrit, alors vous avez lu ce papier comme moi ce matin dans le Figaro par Renaud Girard, c'est notamment la question de la stabilisation, une fois qu'on élimine ou pas Bachar el-Assad, parce qu'on n'y a pas vraiment réussi dans un certain nombre de pays, on rappelait la Libye ou l'Afghanistan, et le deuxième risque, c'est l'embrasement de la région, étant donné ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe avec le soutien des Iraniens. À ces deux questions, vous répondriez quoi ? Sur le premier point, c'est tout à fait évident que la situation n'est pas la même qu'en Tunisie ou en Égypte. Et ceux qui avaient cru que Assad allait tomber facilement, comme Ben Ali et Moubarak, se sont trompés. Ils ont sous-estimé l'extraordinaire complexité syrienne. Et je le répète, le fait qu'énormément de gens en Syrie, même s'ils trouvent de plus en plus atroce la répression par ce régime-là, ont peur du régime suivant. Bon, ça n'a pas été assez intégré par des opinions, notamment européennes, qui voulaient un peu se rattraper par rapport à ce qu'elles s'étaient censées ne pas avoir vu à l'avance en Tunisie et en Égypte. Donc là, il y a une vraie divergence et l'analyse de Renaud Girard n'est pas fausse sur ce point. Dire que c'est une éventuelle action américano, etc.,
en Syrie qui va créer la situation régionale, c'est faux. Elle est déjà créée. Vous savez que c'est l'inquiétude numéro 1 de tout le monde. Oui, mais à la fois sur le plan du terrorisme et sur le plan de l'engagement militaire. Elle est déjà créée. Il ne s'agit pas d'une éventuelle décision d'Obama sur le tir de quelques missiles quelque part. C'est pas ça qui va créer une déstabilisation dans cette région. Il y a déjà la question iranienne, la guerre civile en Syrie, la queue de guerre civile au Yémen, etc. Donc, ça me ramène à la question. C'est pas créateur de ça. Ça me ramène à la question. Renaud Girard a raison de dire que on ne devrait jamais intervenir sans penser aux conséquences. Mais je ne pense pas que ce qui soit en préparation dans les heures ou les jours qui viennent soit une intervention. Quand on prononce ce mot, je pense que les gens entendent une vraie intervention, débarquement, etc. Mali, vous voyez. Ouais. Mali, ce qui est d'ailleurs parfaitement légal et légitime, et François Hollande a eu le courage de prendre la bonne décision, et heureusement que la France en était capable. Mais est-ce qu'il a intérêt à y aller ? Là, je parle de lui. Est-ce qu'il a intérêt à y aller, je veux dire, à tout point de vue, c'est-à-dire militaire, diplomatique international et politiquement sur le terrain de la politique intérieure, car on sait que le Mali lui a été profitable, même si c'est toujours assez effrayant de lier... Parce que c'est pas lui qui a créé la menace. Ce sont les djihadistes qui ont créé la menace. Mais vous êtes son ministre des Affaires étrangères, vous le conseillez d'y aller ce matin ? J'ai pas tous les éléments, donc je veux pas trancher ça, mais je pense que ça mérite réflexion. La réponse n'est pas évidente. Est-ce qu'il faut absolument s'associer à n'importe quel prix ? Je dirais qu'il ne faut pas s'associer militairement à n'importe quelle action, fût-elle ponctuelle et très concrète, sans avoir un plan politique pour après. Or, le plan politique, on ne l'a pas parce qu'on bute à nouveau sur la question russe. Donc, Conseil de sécurité. Donc, ce n'est pas la communauté internationale. Ce ne sont que les Occidentaux. Mais même les Occidentaux, appuyés par certains des pays arabes, puisqu'ils sont divisés un peu dans cette affaire, est-ce qu'ils ont un plan politique ? Donc je dirais qu'il est urgent. Si la logique conduit à ce qu'il y ait une action prochaine, il est urgent de réactiver aussi un volet politique, même si ça paraît extravagant aujourd'hui dans la situation. C'est indispensable. Question paradoxale, est-ce que finalement Bachar el-Assad, qui est conspué par le monde entier, ne défend pas les intérêts occidentaux Alors là, c'est la question du paradoxe absolu, même d'une certaine forme de cynisme, mais ne défend pas les intérêts occidentaux en combattant finalement une partie de son opposition qui est composée d'islamistes, voire de gens d'Al-Qaïda. Peut-être qu'il est très content d'attendre une intervention. Son opposition, oui, il se peut que ça l'a... Oui, enfin, il peut l'utiliser en disant « nous sommes attaqués par l'Occident », etc. Son opposition n'est pas que ça. Non, mais il ne faut pas résumer, il ne faut pas prendre sa rhétorique en faisant comme si l'opposition à Bachar n'était que des combattants islamistes, extrémistes. Il y a aussi des opposants modernes, il y a aussi des opposants démocrates, etc. C'est d'ailleurs le point de départ. Le point de départ, c'est ça. Mais alors pourquoi ce pays tourne à la dictature ? C'est-à-dire pourquoi ce médecin ophtalmologiste qui hérite d'un pouvoir autoritaire, celui de son père, finalement a besoin de gazer sa population pour rester en place ? Ça, c'est la logique de la guerre, c'est la logique de la guerre civile, c'est la logique de Saddam Hussein. Donc au départ, c'était prometteur et ça a fini par ressembler en effet à Saddam Hussein. Alors, est-ce que les régimes autoritaires défendent les intérêts de l'Occident ? Ça dépend comment vous définissez l'intérêt de l'Occident. Et les leçons qu'on pouvait tirer de ce qui se passait ces dernières années, c'est que quand l'Occident, par pragmatisme ou réalisme comme ça, travaille avec les despotes en place, il finit par se couper complètement. C'est ce qu'on a fait avec Moubarak. Oui, mais puis on l'a mis en prison, puis on l'a condamné, puis maintenant on le ressort. Mais attendez, c'est pas nous, c'est compliqué. Les Égyptiens. C'est pas nous qui décidons. Ce n'est plus nous qui décidons. C'est plus un protectorat britannique, l'Égypte. Donc il faut sans arrêt, sur chaque élément, se remettre en tête ça. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de la conduite des affaires du monde. Il y a des peuples qui ont leur autonomie. L'élément commun des révolutions arabes, c'est les Arabes qui reprennent, disons, leur souveraineté historique, leur autonomie. Alors après, on est pour, on est contre, on a des avis sur ce qu'il faut faire, le général El-Sisi ou pas, bon, etc. Mais c'est pas nous qui décidons. Donc on n'a pas à se reprocher, dans un sens ou dans l'autre, des décisions prises par des Syriens ou des Égyptiens. Maintenant, quel est l'intérêt de l'Occident ? L'intérêt théorique de l'Occident, c'est que ces régimes surmontent les guerres civiles, les évitent, si possible, et évoluent sans trop de chaos vers une modernisation, une démocratisation dont on sait que c'est long et difficile. Ça serait notre intérêt. Qu'est-ce qu'on y peut ? On n'y peut pas grand-chose. Regardez. On termine. Voilà. Toute l'aide américaine financière à l'Égypte ne leur donne pas tellement de moyens. Donc je pense qu'il faut, il faut repenser, au-delà de ce qui va se produire, un vrai plan politique. Merci Hubert Védrine d'être venu ce matin sur l'antenne donc de Radio Classique et de nos amis de LCI, à qui je rends évidemment l'antenne. On va retrouver Christophe Pellet et Magali Lunel et Sophie Paolini sur notre antenne, celle de Radio Classique.